Pays à la taille d'un continent, la République démocratique du Congo a reçu les 54 fédérations africaines de football ici dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la CAF. La RDC a eu l'honneur de recevoir même le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, qui était venu également dans le cadre de ces mêmes travaux. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ces Samedi Sport, édition de 20h50 chaque samedi. Nous allons parler de cette Assemblée générale ordinaire qui a également montré à la face du monde les niveaux d'organisation de la CAF et surtout les performances liées à la gestion de Monsieur Patrice Motsepe à la tête de cette Confédération africaine de football. On se pose une seule question. Pourquoi la Fédération congolaise de football association ne prend pas exemple de la gestion de Monsieur Patrice Motsepe ou encore de la Confédération africaine de football association, ou même le secrétaire général Véran Monsengo, qui est un Congolais, est en train d'impulser un travail très bien réussi dans ces domaines. On va entrer dans le détail de cette assemblée générale où l'on vous parlera des chiffres, surtout, c'est ce qui est le plus important. Nous allons également rentrer ici au pays pour essayer de parler de la transparence au niveau de la gestion de notre football en République démocratique du Congo. Vous aurez également le réaction de journalistes, des éminents journalistes qui étaient présents à ces 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Mais aussi, nous avons une surprise pour vous. Oui, quelque chose qui est sorti de l'ordinaire lors de cette Assemblée générale de la CAF. Nous allons vous montrer tout cela dans le 50 minutes que nous a attribué la chaîne Innov Télévision. Monsieur Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis de Innov Télévision. Encore un réel plaisir de revenir sur ces plateaux des Samedi Sport pour pouvoir parler sport, décortiquer le sport en général et surtout avec un sujet très important. Il s'agit justement de cette Assemblée générale dont vous avez brillé par votre absence. Ouais, bien sûr. Mais et le plus grand absent. Pas de problème. Tout le monde réclamait Patrick Bouéré. Le plus important est que Patrick, il est où, Patrick? Le plus important est que vous nous aviez représenté de la plus belle manière. Et je suis très content parce qu'on a eu les informations qu'on avait besoin. L'activité a été médiatisée partout en République démocratique du Congo. Et ça, c'est une très bonne chose. Je parlais de la diplomatie, j'y arrive, sportive, engagée en République démocratique du Congo, puisque la tenue de cette assemblée générale ici à Kinshasa, c'était une manière, que ce soit pour le politique ou pour le sportif, de pouvoir redorer l'image de ces sports congolais qui est le football, qui est en perdition. Et je pense, comme vous l'avez bien souligné, peut-être que ça va impulser un vent nouveau. On y reviendra puisque si ça doit servir des leçons. Ça va faire 2 ou 3 semaines, on revient, on tourne autour de la fédération. Cette force de gravité, ça nous pousse à concevoir des sujets qui tournent autour du football congolais et surtout dans le souci de voir les choses évoluer dans le bon sens. Monsieur Charlie Aloma, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Joyce. Merci à vous. Bonsoir aussi à mon collègue encore en face de moi. Patrick. Merci beaucoup, cher Patrick. L'excellent Patrick. Merci à vous, en tout cas, de nous offrir cette plateforme, évidemment, pour discuter sur ce sujet que vous revenez, évidemment, chaque semaine et qui fait couler beaucoup d'encre. La fédération, évidemment, cette gestion, mais aussi, pourquoi pas aussi mettre un point d'orgue sur cette assemblée générale qui, comme le cher Patrick le disait tantôt, nous aide vraiment à redorer l'image donc de notre pays, bien qu'on n'aimerait pas que ça s'arrête simplement à un point de vue abstrait, mais qu'on entre carrément dans le concret. Il y aura également le prince du week-end dans notre émission de la soirée, comme d'habitude, bien sûr. On va le découvrir tout au long de notre émission, et aussi les duels du futur, comme nous en avons fait une coutume. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous vous laissons entre les mains de Samuel Moutoni pour tout savoir sur le sujet de la soirée. Sous la présidence du docteur Patrice Motsepe, la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football s'est tenue le lundi 6 octobre 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La session a réuni les représentants des associations membres, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Cette réunion a permis de faire un point sur l'état actuel du football africain, d'échanger sur les stratégies futures et de renforcer la coopération entre les différentes instances. La CAF continue ainsi sa dynamique de développement pour faire rayonner le football à travers l'Afrique en soutenant notamment les initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et la jeunesse dans le sport. Il a été constaté une large clarté sur les chiffres et les prochaines augmentations financières sans l'exclusion d'une seule partie prenante de l'Assemblée. Un contraste malheureux qu'on vit en République démocratique du Congo dans ces mêmes types de rassemblements. Parler argent reste et sans négociation un sujet tabou. Qu'à cela ne tienne, plus de 50 fédérations de football du continent ont été accueillies par leur sœur la FECOFA, elle qui voit sous ses yeux son ballon rond s'éteindre à grand feu. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous suivez Samedi Sport. Chaque samedi à partir de 20h50, c'est le rendez-vous de chaque week-end avec notre émission. Et aussi ce soir, nous allons parler de l'Assemblée Générale Ordinaire de la CAF tenue à Kinshasa. C'était lundi 6 octobre dernier à l'espace Kebmecha ici dans la commune de la Gombe. On est habitué d'aller vivre ces genres d'événements à l'extérieur du pays. C'était un honneur pour nous, journalistes congolais surtout, de vivre l'organisation, le professionnalisme. Il fallait voir le traitement réservé aux journalistes. C'était une première en RDC parce qu'on n'a jamais vu ça, que ce soit à la Lina Foot, bon, à l'EPFKIN quand même, avec Junior Bompema qui est en train de faire un très bon travail, qui est en train de redorer l'image de l'entente provinciale de football avec une presse qui se sent à l'aise, une presse qui se sent attirée par la compétition et surtout de vouloir couvrir cette compétition. Coup de chapeau à Junior Bompema. Au niveau de la Lina Foot, Penza... on a souffert lors du match des Léopards devant les Sénégal. On était avec vous. Là, j'ai un exemple parfait. J'y arrive. Ah, Patrick. Non, mais sérieusement. Il y avait un contexte. Il y avait un contexte. C'est un exemple parfait. J'y arrive. On n'a jamais vu ça au niveau de la FECOFA. On n'a jamais vu ça au niveau de la Ligue nationale de football. C'était une première ici en RDC parce qu'on vit cela qu'à l'extérieur du pays. C'était une première ici en RDC. Mais on va parler de l'Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. On va beaucoup s'appuyer sur l'aspect financier. On va s'appuyer sur l'aspect financier. Pourquoi? Parce que l'exercice 2023-2024, la CAF a eu des revenus à hauteur de 166,42 millions de dollars et des dotations à hauteur de 81 millions de dollars. L'argent mis à la disposition du développement du football au niveau africain était à hauteur de 35 millions de dollars et le gouvernance et administration de la CAF a eu à faire des dépenses à hauteur de 21 millions de dollars. Tout a été transparent au niveau de cette assemblée générale. Les chiffres ont été dévoilés et les retombées des revenus de l'exercice 2023-2024, donc les 166,42 millions de dollars ont été répartis et les retombées, il y a eu des retombées au niveau de fédérations, au niveau des confédérations, au niveau même des compétitions organisées par la CAF. Pour la Ligue des champions de la CAF, le prime du vainqueur a été revu à la hausse à hauteur de 60% d'augmentation, soit 40 millions de dollars pour le champion. Plutôt pas 40, 4 millions de dollars pour le champion et le vice-champion, 2 millions de dollars. Le demi-finaliste reçoivent actuellement 1,2 million de dollars. Le prime pour le quart de finaliste, c'est 900 000 dollars. Et pour le club qui se sont limités en quart de finale, plutôt en phase de groupe, c'est 700 000 dollars. On y arrive. On passe en Coupe de la Confédération. Le retombé que le champion gagne actuellement 2 millions de dollars. Le finaliste, 1 million de dollars. Le prime pour le demi-finaliste s'élève à 750 000 dollars. Et le prime pour le quart de finaliste, 550 000 dollars. Pour ceux qui se sont limités en phase de groupe, c'est 400 000 dollars. Alors, regardez, une dotation, une cagnotte totale pour la Ligue des Champions à hauteur de 17,6 millions de dollars, soit 41% d'augmentation. En combien d'années, je sais pas, en 2 ans ou 3 ans, 41 millions d'augmentation. Et au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est 9,9 millions de dollars comme cagnotte totale mis à la disposition de la compétition. On avance. Les retombées de revenus de l'exercice 2023-2024, au niveau du championnat d'Afrique des Nations, il y a eu également augmentation. Le prime pour le champion, c'était de 3,5 millions de dollars. Le prime pour le vainqueur de la Ligue de championnes féminine est haussé
doublé d'ailleurs à hauteur de 600 000 $. Et aussi au niveau du prime pour la CAN féminine, hein, est aussi doublé. Donc ça veut dire $1 million pour le champion d'Afrique féminin. Tout ça là, c'est grâce à la gestion transparente de Patrice Motsepe. Et aussi, je ne sais pas, la politique que ce monsieur a mis à la tête de la fédération et de la Confédération africaine de football qui lui réussit. J'ai maintenant, je suis tenté de dire que le football congolais ne doit pas être dirigé par des technocrates ou des techniciens, mais plutôt par des businessmen. Oui, aujourd'hui, le monde est presque contrôlé par les businessmen parce que c'est eux qui, justement, savent comment attirer des sponsors, des partenaires pour pouvoir développer leur société. Puisque quand on doit enlever d'abord Patrice Motsepe dans le contexte d'être président de la CAF, c'est quelqu'un qui provient de quelque part, qui a plusieurs entreprises, un millionnaire sud-africain qui justement connaît le monde des affaires. Il a eu son club Mamelodi Sundowns d'ailleurs qui était en pleine prospérité jusqu'aujourd'hui. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple à suivre. Et c'est comme ça que son profil a été accepté par tous les autres candidats. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un consensus pour l'élection de Patrice Motsepe lorsqu'il est arrivé au niveau de la CAF avec les autres vice-présidents, le président de la fédération sénégalaise et le président de la fédération marocaine, les deux qui justement ont désisté pour pouvoir permettre à Motsepe d'être les candidats idéaux pour ces élections au niveau de la CAF parce que c'est quelqu'un qui avait un profil soutenu par ses autres compères qui justement étaient candidats avec lui. Mais il faut pas se limiter que là. Aujourd'hui, j'ai vite compris que le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a fait de l'Afrique son cheval des batailles, parce qu'il sait que l'Europe peut bien se gérer et gérer notamment sur les plans financiers. Et Gianni Infantino, pour ne pas vous arrêter, c'est lui qui avait instauré le système de fair play financier dans l'UEFA à l'époque où il était secrétaire général de l'UEFA. Effectivement. Et aujourd'hui, on voit que c'est un président qui est plus proche du football africain que des autres confédérations, l'Europe, la CONCACAF et les autres fédérations. Il sait pertinemment bien que la gestion africaine a toujours eu des problèmes. Voilà pourquoi il vient à tout moment apporter justement sa contribution, son expertise pour pouvoir permettre au président de la CAF d'évoluer. Vous l'avez vu, dans presque toutes les activités du football africain, il n'a jamais manqué, que ce soit lors des remises des trophées ou des finales ou lors des assemblées générale, il a toujours été là. Il est à tout moment dans les avions. Voilà. Donc, c'est justement pour dire qu'il a compris que pour aujourd'hui que le football puisse prendre de l'envol, il faut aussi aider le football africain à se mettre au diapason des autres confédérations. Je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique et surtout des confédérations qui sont évoluées. Aujourd'hui, on a vu quelques clubs africains faire tête au niveau de la Coupe du Monde des clubs, des clubs par exemple Mamelodi Sundowns, qui parvient à acheter des joueurs issus de la confédération américaine. Donc, je me dis que le football africain est en train de se développer. Et se développer, il y a ce qu'on appelle la production du spectacle. La Confédération africaine de football sait que pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait une production, un spectacle qui va permettre aux autres partenaires de pouvoir venir acheter ces spectacles. Parce qu'aujourd'hui, pour que la CAF génère de l'argent, on doit avoir un spectacle. On a vu, vous avez couvert justement la Coupe d'Afrique des Nations qui a été publicité au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a été publicité aujourd'hui au monde. Moi, personnellement, j'ai vu des analystes d'autres confédérations. J'étais justement tarir d'éloges de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour autant dire que la CAF a compris que l'idéal reste de pouvoir aller à la source. Et la source, ce sont des fédérations, des clubs, tout ça, qui produisent les spectacles et le mettre en lumière. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui la CAF a beaucoup de partenaires. Vous avez cité justement les revenus. Quand on voit les revenus publicitaires et les sponsoring, ça donne froid par rapport aux années précédentes. C'est pour autant dire que l'Afrique s'est développée par rapport à cet aspect-là. La CAF a compris cette l'Afrique veut concurrencer l'Europe et d'autres continents. Revenons maintenant et faisons les titres comparatifs. Allez-y rapidement, vous savez qu'on n'a pas je suis obligé de faire les titres comparatifs avec la Fédération congolaise de football association. Qu'est-ce que la FECOFA fait? Est-ce que la FECOFA est-elle autonome par rapport à tout ce qu'on a fait
comme étude de la CAF, est-ce que la FECOFA a compris que pour pouvoir gagner, générer de l'argent, il faut aller à la source. Quand je parle de la source, c'est la production du spectacle. Quand je parle de la production du spectacle, je vois les clubs. Et je vois les championnats, l'organisation du championnat, l'organisation des clubs. Mais déjà, les gens qui composent la FECOFA, que ce soit au niveau de la direction de communication, que ce soit la presse, que ce soit les teams, ça c'est sans problème, hein, et c'est sans polémique. On dit juste ce qu'on remarque. On est sans rien de professionnel dans tout ce qui se passe dedans. Pour preuve, la fédération sous-traite la communication par une agence étrangère. C'est inconcevable. Est-ce que la question que je me suis posée, est-ce que c'est par ignorance, par mauvaise foi, par complaisance, par manque de compétences? En réalité, je me suis rendu compte que ça coche toutes les cases que je citais. On dirait que ça coche vraiment toutes les cases. Non, mais disons les choses au clair. Ça coche toutes les cases parce que ce n'est pas normal de voir des gens qu'on loue avec des titres sur le plan scientifique honorifiques, mais que sur le plan du contenu et de la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Je suis écœuré de voir qu'en plein 21e siècle, au moment où le football est en train de prendre l'essor ailleurs, avec des sommes astronomiques en termes des droits d'image et des droits télé, que la République démocratique du Congo ait son championnat, qui a toujours été comptabilisé parmi les meilleurs championnats en Afrique. Excusez-moi de le dire, je ne dis pas que c'est encore comptabilisé à l'ère actuelle parce que on n'a pas de championnat. Mais c'est quand même curieux de voir que ceux qui dirigent le football congolais ne se rendent pas compte. Cher Patrick, laisse-moi placer un mot, please, Monsieur Joyce. Allez-y. Alors déjà, on dit merci beaucoup au président de la FIFA, Gianni, qui est de plus en plus proche, évidemment. Il y a Patrice Motsepe, c'est le président de la CAF, justement, qui a dit quelque chose d'important que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, les RDC doivent transformer cette hospitalité en modèle de gouvernance. Quand il parle d'hospitalité, c'est dans sa façon à lui d'avoir emmené la CAF de façon prospère. Si on voit même dans les années précédentes, s'il n'y avait pas que les fédérations africaines qui avaient des problèmes, même au niveau de la CAF, il y avait beaucoup d'embrouilles. Et c'est vrai que Patrice, quand il est arrivé, il a quand même amené ce côté businessman là, évidemment, qui est un modèle de réussite. Et il dit à la RDC qu'ils doivent prendre exemple dans ce modèle de gouvernance. Et on sait que le grand problème de notre fédération, malheureusement, c'est vraiment non seulement de la gouvernance, mais de la transparence. On ne sait vraiment pas être transparent, ce qui est compliqué. Il y a un exercice comptable. Donnez-nous les chiffres. On ne connaît ni les chiffres, on ne connaît ni les entrées, on ne connaît ni avec qui nous faisons affaire, ce qui est déplorable. Quand nous prenons deux exemples très frappants, il y a la fédération sénégalaise et la fédération ivoirienne. Au-delà des binationaux, mais ce sont des pépinières de talents dans les écoles de foot, dans les centres de formation. Le dernier 11 du Sénégal qui nous a battus, quand je pense Sadio Mané sort, mais tout le 11 est composé de locaux. C'est incroyable. Et je pense que ce sont des initiatives que nous devons allouer. Vous avez posé la question sur la fédération. Est-ce un problème d'incompétence? Oui, sincèrement. Au-delà du fait de l'incompétence, il y a, comment dirais-je, la fédération est en retard. D'ailleurs, retard, c'est un très beau mot, parce que bien avant cette suspension de 2022, parce que nous le savons tous que la FECOFA est suspendue, bien avant cette suspension déjà, le football congolais était en retard. Et ça, c'est déplorable. Et c'est déplorable, bien sûr. On va revenir sur Charlie Aloma. Mais d'abord, puisque nous parlions de la transparence au niveau de la gestion nationale, hein, du football au niveau national, au niveau local, on a eu en interview Monsieur Valdo Simoyamba, qui est un ancien de Télé 51, un journaliste éminent, un journaliste sportif éminent, et aussi Olga Massangou de la radio RFI, Radio France Internationale, qui ont réagi par rapport à cette question de transparence et surtout, pourquoi pas, nous avons cherché à savoir ce que gagne un pays en organisant ces genres d'événements. On suit ces deux réactions et s'y retrouve juste après. L'importance pour nous, par exemple, d'accueillir la République démocratique du Congo, d'organiser un tel événement, c'est de voir aussi comment est-ce que les choses s'y font. Parce que vous avez vu dans la salle, vous avez vu même en termes d'organisation, même en termes du rendu, tout est fait de manière à donner une leçon pratiquement. Regardez, ici on est habitué lors des assemblées, quand on veut parler chiffres, on veut parler certaines choses qui nous paraissent un peu propres au comité. Ils disent, la presse d'ailleurs, mais là la CAF nous a étalé toute la gestion. En matière de chiffres, en matière nous avons tous vu comment est-ce que... En fait, ils ont fait pratiquement le compte rendu de leur gestion. Ça n'a tiqué personne. Ils sont conscients de leur gestion et c'est à eux de rendre compte.
Mais malheureusement, ici en interne, vous et moi savons que la presse, c'est pour faire des plans de coupe. Et puis vous sortez, ils vont discuter entre eux et ils vont sortir pour ne pas vous dire réellement ce qui s'est passé en interne. Ils vont vous faire de la consommation de la presse. Malheureusement, voilà pourquoi ces gens d'assises, par exemple, et nous journalistes, nous avons aussi vu qu'écoutez, c'est possible, hein, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut mettre la pression parfois à nos fédérations, de nous rendre vraiment les comptes tels quels en matière de chiffres. Ça peut se discuter, c'est votre travail, c'est vous qui avez effectué des dépenses, c'est vous qui détenez les chiffres. Mettez-les à notre disposition pour qu'on puisse voir aussi comment est-ce que vous avez réellement géré. Donc c'est une transparence dans la gestion. Moi je pense que nombreuses sont les fédérations de la République démocratique du Congo qui doivent aussi apprendre à être transparentes dans leur gestion. Ben, normalement, ça devrait être une leçon pour la fédération. Mais aujourd'hui, la fédération n'en est pas une. C'est un comité de normalisation qu'on a nommé à la tête de la fédération pour la diriger pendant un certain temps. Question de régler certains problèmes qui dérangeaient le football congolais. Mais ça devrait vraiment être une leçon pour notre fédération et surtout sur l'organisation. Qu'on ait des projets pour bénéficier finalement des différents fonds dont on parle, parce que il y a des pays qui en bénéficient, mais qu'est-ce qu'ils font? Chez nous, on nous reproche généralement le manque de projets. Il faut venir avec un vrai projet et bien le défendre, et vous allez bénéficier de tous ces montants, toutes ces sommes d'argent dont on parle. Donc, en tout cas, à la fédération de s'organiser autrement pour voir comment en bénéficier. Voilà, de se faire connaître, parce que les 54 pays membres de la CAF étaient ici. Plusieurs pays ont déjà organisé l'Assemblée générale, ou abrité, pas organisé, mais abrité l'Assemblée générale de la CAF. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que la RDC? Il était temps quand même. Moi, je me dis que c'était un premier pas avant d'organiser une grande compétition de la CAF, soit une CAN des jeunes, ou encore des femmes, ou encore la CAN elle-même proprement dite. Il fallait commencer quelque part. Là, ils sont venus, ils ont vu que la RDC est capable. Je suis sûre qu'ils ont, par ricochet, visité même quelques installations. Ils ont aperçu quelques installations. Donc, je crois que ça leur donne une idée, puisque la RDC d'ailleurs est candidate à l'organisation de la CAN 2029. Ça leur donne quand même une idée sur ce qui peut être fait. Allez, vous avez suivi les réactions de Valdo Simoyamba et de Olga Massangou concernant cette 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui s'était tenue ici à Kinshasa, l'espace Kimesha, lundi 6 octobre dernier. Patrick Bourré, j'aimerais savoir, comme j'ai posé la question à ces deux grands journalistes de notre pays, quelle est l'importance pour un pays d'organiser ce genre de manifestations? Généralement, si on doit le prendre dans le sens du développement, parce qu'on parle du développement, surtout pour le football congolais et la fédération congolaise, en réalité, organiser une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, va permettre d'abord, en termes sur le plan infrastructurel, les pays aura de quoi pouvoir doter à la jeunesse pour se développer. Parce que sans infrastructure, le football aussi va partir en canard boité. Et quelles ont été les retombées déjà de la francophonie? Tout ce qui a été construit, tout cela, en termes de développement du sport. Aujourd'hui, la salle de boxe fermée, tennis fermé, je ne vais pas me présenter un avocat du diable, parce que ce qui s'est fait, non, je l'ai dit, ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de gestion de ces infrastructures laisse à désirer. D'ailleurs, moi, je suis d'avis avec vous, mais ça a quand même permis à la République démocratique du Congo d'organiser aujourd'hui une Coupe d'Afrique de handball. Vous avez eu à couvrir cette activité. Avant, il n'y avait pas cette possibilité de les faire. Seulement parce qu'il y a une mauvaise volonté, une mauvaise foi pour les autorités qui ne veulent pas faire perdurer ces infrastructures dans les temps. C'est le problème des autorités. Bon, certes, ils ont une part de responsabilité, mais nous-mêmes, citoyens congolais, en termes de préserver les acquis. Le Congo a un problème d'hommes. Le Congo a un problème d'hommes. Mais je ne pense pas que si on avait laissé à la portée de tout le monde l'utilisation de ces infrastructures, ça n'allait pas. Regardez ce qui s'est passé après le match du Sénégal. Vous avez vu comment... Qui doit gérer ces infrastructures et comment on gère?
et comment les gens accèdent généralement pour aller utiliser ces infrastructures. Est-ce qu'on fait des suivis après? Si on avait donné ces histoires-là à des privés, je ne pense pas qu'on allait voir ce qu'on a vu là. S'il y avait des privés, généralement un contrat entre le gouvernement et un privé. Vous avez raison. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on allait voir ces histoires. Ne développez pas trop parce que bon, on n'aura pas assez de temps pour en parler. Mais dites-nous un peu. Quelle est l'importance pour une nation d'organiser ces genres de compétitions? Comme mon cher collimateur l'a dit, c'est très très important. Ça donne une lumière ou une notoriété au pays. Mais après, c'est malheureux parce que, comme je le disais tantôt, tout ça ne reste que de façon abstraite. On n'est pas dans le concret, comme aussi le cher Patrick l'a dit. On ne fait pas en sorte que ça perdure. On ne fait pas en sorte que les infrastructures qu'on laisse soient bien entretenues. On ne fait pas en sorte que la lumière suffisante qu'on ajoute donc au football congolais ou qu'on donne à la fédération congolaise puisse donc luire. Mais pour revenir sur les avantages, évidemment, ça rapporte aussi beaucoup en termes pour les jeunes. Ça peut les aider aussi à trouver une vitrine de se dire que oui, nous aussi nous pouvons, mais aussi d'un point de vue touristique, c'est très important. On ramène beaucoup de monde, que ce soit en Afrique, que ce soit des Africains, voire même dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui accourent vers Kinshasa. Mais comme je le disais tantôt, certainement, je n'aimerais pas que ces avantages restent abstraits. J'aimerais vraiment qu'on entre carrément dans le concret, qu'on fasse en sorte non seulement de faire perdurer ces choses-là, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il faut établir un plan. On va pas que s'arrêter à ce genre d'événement. Il faudra aussi prévoir, organiser d'autres. Et pour les prévoir, il faut bien établir un plan. Et surtout que le président Félix Tshisekedi avait émis un souhait de voir la RDC organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2029. Il n'y a pas encore de potentiel candidat. La RDC pourra faire l'affaire. On croyait peut-être que cette annonce allait être dévoilée lors de cette assemblée générale. Mais malheureusement. Mais bon, on comprend aussi que le président Fachi est en train de multiplier les rencontres avec le président de la FIFA et de la CAF. Peut-être c'est pour ça. C'est encore l'ère de la diplomatie. Ouais, l'ère de la candidature va arriver. On va pas faire la politique. On va passer à notre prince du week-end. Et ce soir, ça sera un nouveau profil. Nous allons le découvrir avec Patrick Bouéré. Oui, aujourd'hui, comme vous avez dit, un profil très intéressant. On va commencer à l'AS Maniema Union. Un joueur se distingue par rapport à son explosivité et devinez, il s'agit bien sûr des Jancy Mboma Kinda. C'était lié James Mboma Kinda. C'était lié talentueux et reconnu pour sa vitesse fulgurante, sa capacité à déstabiliser les défenses adverses ainsi que sa précision tant sur les passes que dans la finition. Le supersonique, dites-nous un peu, Patrick Bourré, qu'est-ce qu'il a fait au niveau intercontinental? Oui, sur le plan, c'est devenu déjà un joueur international, vous avez raison de le souligner, déjà sélectionné une fois avec les Léopards à prime de la République démocratique du Congo, petite parenthèse, mais il a été très mal utilisé par son sélectionneur. On a justement perdu ses talents. Mboma Kinda a également brillé avec la Ligue des champions de la CAF, avec la formation de l'AS Maniema Union, où il a joué 2 rencontres. C'est d'ailleurs là qu'a commencé sa fulgurance, avec au total 116 minutes des jeux. Sa performance ne s'arrête pas là, puisque cette saison, engagé en Coupe de la Confédération de la CAF, déjà joué 2 matchs avec la formation de Kindu, où il a déjà d'ailleurs été très bon au match aller, remporté par Maniema Union sur le score de 2-1 face à la formation des Pamplemousses. D'ailleurs, c'est ces matchs qui a permis à Maniema Union de se qualifier et en Ligue nationale de football. C'est d'ailleurs là qu'il a beaucoup aidé la formation de l'AS Maniema Union à pouvoir aller très loin, à se qualifier en Coupe de la Confédération, avec au total, lors de la phase des playoffs, 16 matchs joués. Il a enregistré au moins 1440 minutes de jeu et marqué 4 buts, justement un élément indispensable du dispositif des Papy Kimoto. On va encore avoir besoin de lui dans le futur pour le football congolais. Le supersonique James James Mboma Kinda, le mec il est fort, il court hein, lorsqu'il sprint, on a peur. James Mboma, on était avec lui lors du championnat d'Afrique des Nations, il regrettait j'ai vu des défenseurs avoir des crampes après avoir couru avec ces joueurs. Il est justement exceptionnel. Malheureusement, comme beaucoup de talents qu'on a regretté sur ces plateaux. Il faut qu'on appelle des arbres. Faut qu'on l'appelle. Justement, faut le sélectionner. Pour ce championnat d'Afrique. C'était intéressant de pouvoir voir cet ailier qui est très, très explosif. Yeah. Allez,
On va maintenant parler d'un Congolais qui excelle au niveau continental. Il est actuellement secrétaire général de la fédération, plutôt de la Confédération africaine de football. Lui, c'est Véran Mosengo. Il était à l'honneur ces jours-là lors de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. D'ailleurs, il a reçu les hommages de la plus haute autorité du football mondial, Gianni Infantino, président de la FIFA. On vous laisse suivre cet élément, l'hommage du président de la FIFA à Véran Mosengo, et on se retrouve juste après. Alors, je veux vous raconter une petite histoire qui est une histoire d'espoir, une histoire de rêve, une histoire de football. L'histoire d'un petit garçon né à Kinshasa qui rêvait de devenir footballeur. Ce petit garçon est né dans les années 60, même si à le voir aujourd'hui, on dirait qu'il a 20 ans. Il jouait au football tous les jours. Quand le grand Mohamed Ali était ici, en 1974, à l'hôtel Pullman, d'ailleurs, qui était à l'époque l'hôtel intercontinental, ce petit garçon, il allait devant l'hôtel pour chanter Ali Bomaye et recevoir quelques bonbons et quelques biscuits en échange. Ce petit garçon, ensuite, dans l'espoir de devenir footballeur professionnel, est parti de l'Afrique, du Congo, en Europe, est arrivé finalement en Suisse. Et en fait, c'est là que je l'ai connu. À l'université, parce que ses qualités footballistiques n'étaient peut-être pas à ce niveau-là, donc il a décidé d'étudier. Et moi, qui étais né, fils d'immigrants, dans un village des montagnes suisses, quand je suis arrivé à l'université en Suisse, à Fribourg, c'était le premier Africain que j'ai vu de ma vie. Et moi, j'étais au fond de la classe, timide, évidemment. Lui, cheveux longs, rasta. Moi aussi, j'avais les cheveux longs à l'époque. Vous ne croyez pas, mais c'était vrai. Cheveux longs, rasta, était toujours au premier rang pour défendre toujours les droits de l'Afrique et des Africains. Et ça m'avait impressionné à l'époque. Je l'ai rencontré ensuite à Neuchâtel, au Centre international d'études du sport, où on a travaillé ensemble pendant quelques années. Ensuite, il est parti à la FIFA comme secrétaire de la commission disciplinaire. Il a ensuite été transféré à l'UEFA, aussi au département disciplinaire, pour revenir à la FIFA en 2016 et s'occuper des fédérations africaines d'abord et des fédérations mondiales après. Et depuis 2016, ce petit enfant qui rêvait d'être footballeur est devenu le secrétaire général de la CAF. Monsieur Véran Mosengo, s'il vous plaît, un applaudissement. Et je vous raconte cette petite histoire parce qu'aujourd'hui, il est de retour dans sa ville natale, dans son pays natal, en tant que secrétaire général de la CAF. C'était là les hommages du président de la FIFA, Gianni Infantino, à son ami d'enfance, comme il a bien révélé lors de cette assemblée générale ordinaire, Véran Mosengo, qui était à l'honneur puisqu'il est revenu au pays comme secrétaire général de la CAF après avoir eu un parcours au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA à 2 reprises et aujourd'hui au niveau de la plus haute instance africaine de football, la CAF bien sûr, parce que c'est le numéro 2 africain en ce qui concerne le football. Véran Mosengo, les hommages, c'était bien mérité. Ouais, bien mérité, puisque on s'est rendu compte que la CAF, en termes de gestion, on l'a dit d'ailleurs au début de cette émission quand on analysait la gestion de la CAF, on sait que la CAF, à son niveau, est en train de pouvoir faire le tout possible pour faire développer le football continental. Mais moi, mon inquiétude réside sur le plan interne en République démocratique du Congo. Véran Mosengo, c'est un Congolais des natures, on ne va pas l'enlever, c'est un Congolais qui natif de Yolo. Voilà, donc merci de pouvoir encore ajouter cet élément, c'est très important.
au niveau de la CAF, lorsqu'on a de l'expertise en tant que Congolais, il faut aimer que ça profite pour les pays. Mais généralement, Véron Monsengo est en train d'assister à la mort du football congolais sans dire un mot. Et je suis très désolé de pouvoir, je ne suis pas désolé, c'est de l'amitié entre les présidents de la FIFA et Véron Monsengo. Mais j'ai compris une chose. L'amitié au sommet de la FIFA. Et bien sûr, ça peut arriver partout. Mais j'ai compris, comme on l'a dit, so ebi que papa bino za makasi ok luka makambo pour ebi que so zongi na palais so mta beti yo à côté là donc c'est comme ça qu'aujourd'hui le football congolais, parce qu'aujourd'hui on nous a amené l'histoire de normalisation, on a des normalisations à normalisation au carré, on a normalisé, on renormalise et aujourd'hui c'est lui qui nous a amené la normalisation, c'est Véron Monsengo. On sait que les castings c'est lui qui les fait, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est content de ces normalisations en République démocratique du Congo? Non. Mais quand vous avez j'ai aimé vos explications par rapport à la normalisation. Lorsqu'on normalise, on vient surtout sur le plan financier. Mais ceux qui sont venus pour normaliser sur le plan financier, c'est font normaliser par eux. Par le système. Mais je suis désolé de pouvoir les dire, mais ils ne nous aident pas. Il n'est pas en train d'aider le football congolais. Oui, le président Gianni l'a dit, c'est son ami, il est en train de beaucoup faire pour le football africain, mais pour le football congolais, c'est lui qui est le dénominateur commun de la mort de ces sports. Est-ce que vous partagez l'avis de Patrick? Ah, notre grand cher Véron. Alors, on parle de transparence, c'est qui est vraiment l'une des choses qui gangrène énormément la fédération congolaise de football. On va pas revenir sur les anciens présidents comme le président Constant ou même sur Monsieur Véron, bien que ce soit des couloirs assez différents, mais qui se rejoignent. Alors, il y a une culture donc d'opacité administrative, c'est-à-dire il y a la FIFA entre 2016, ça je l'ai noté quelque part, entre 2016 et 2022, la FECOFA a reçu plus de 6 millions de dollars de la part donc des instances comme la FIFA pour le développement du football local. Mais dans la presse, on n'a pas eu de dit pour dire c'est parti où, on a investi ça où, on a utilisé comment. Et je me pose parfois la question, est-ce que c'est pas aussi nous, certains journalistes, ou quand nous avons ces gens en face de nous, nous n'arrivons pas à les demander, à les poser des vraies questions, mais monsieur, où sont passés les 6 millions? Et un instant. Ces questions-là, si vous posez ça, est-ce qu'on va encore vous donner de l'accréditation? Il y a des partis politiques dans les sports. Et donc, tu poses des la partis question, politiques dans les sports. On retient ton visage, on dit, lui là, il ne reviendra plus. Il y a Zamoto opposition. Voilà. Tellement qu'ils sont de la majorité du sport, je ne parle pas de la politique. Et Cédric Moulpataï avait fait les frais. Voilà. Les alliances sont tellement politisées à l'intérieur donc de la FECOFA. Alors, ce qui fait en sorte qu'on a un système qui repose sur des fidélités politiques. On a un système qui repose sur des intérêts économiques, autorités, qu'est-ce que je dis, politique. Donc, où dès que vous amenez une certaine contradiction, on dit que vous êtes de l'opposition. Donc, des alliances tellement basses. Il y a même un dirigeant de la Linafoot qui a dit dernièrement que les élections de la FECOFA se gagnent plus dans des salons politiques. Mais une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit. C'est très intéressant. On va en profiter parce que les sujets sont sur la table. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez bien souligné, on l'a dit aussi dans le coulisses, certains journalistes congolais, dans la 80% ne sont pas bien rémunérés, ça on l'a dit. Et lorsque ces gens-là génèrent de l'argent sur le plan international, lorsqu'il y a des partenariats, ces présidents, que ce soit des fédérations, des présidents des clubs, qui arrivent quand même sur le plan ou sur la vie quotidienne des journalistes sportifs à louer quelques billets verts et tout ça. Et lorsque déjà quelqu'un te donne de l'argent régulièrement, même s'il y a, lorsqu'il y a un faux problème à côté, on a du mal à pouvoir dénoncer parce que on dépend d'une manière indirecte à cette personne. Yeah. Et c'est comme ça que le football congolais aujourd'hui souffre. Même si on voit que c'est la couleur noire, on va dire, bon, écoutez, derrière cette couleur noire-là, que vous voyez là, ça a été généré, mais si on veut tirer cet argument-là, on veut un peu élargir cet argument, on va dire que ces journalistes-là sont aujourd'hui contraints à tomber sur ces pratiques parce que la majorité des médias ne payent pas ces journalistes. Non, mais généralement. Vous ne verrez jamais un journaliste
permettez-moi de citer, Top Congo, Innov TV, Radio Capi, RFI, faire ces genres de pratiques. Parce que seulement, certains journalistes, peut-être, la chaîne Moussou peut n'attangiter, la liberté. Il y en a, ils aient belé. Mais la majorité de chaînes, ils offrent la journée, c'était, journalistes sportifs, ils ont opportunités. Et lorsqu'ils sont devant ces genres d'opportunités, ils pensent qu'à ces terres. Moi, j'ai toujours été écœuré de voir, permettez-moi de les dire, parce que si on les dit pas, on va laisser des mauvaises pratiques continuer. J'ai toujours été choqué de voir qu'aujourd'hui, même dans la presse, dans des forums, essayer d'écrire les noms d'un président quelconque. À la minute, je peux même vous dire que si vous écrivez tel président, vous verrez tel journaliste réagir à l'instantané. Aujourd'hui, la semaine passée, on a décrié d'ailleurs ces bras de fer entre Mazembe et les Aigles. Essayez d'écrire un sujet sur un président quelconque d'un club. Vous verrez dans des forums, sur les réseaux sociaux, des journalistes connus, reconnus réagir. Aujourd'hui, il y a les problèmes de la politique qui entre dans les sports, même des journalistes créer une sorte de parti politique des sports. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ça va terminer. Aujourd'hui, c'est un sujet important. Pourquoi on le dit? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence, mais personne ne dénonce. Malheureusement. Il n'y a pas de transparence, mais on voit la presse qui, justement, ne fait rien. Est-ce que la presse sait d'ailleurs que il doit y avoir la transparence? Vous avez interviewé, il y a eu 2 journalistes qui ont... il y a 5 millions. Je sais pas si c'est vrai ces chiffres. Si, 5 millions que Illico Cash met à la disposition de la Ligue nationale de football pour l'organisation du championnat. C'est le montant. 5 millions. Les montants connus. Les montants connus. Les championnats qui sont 50 000 $. C'est les montants connus. Le champion a ça 50 000 $. Et le reste, on ne sait même pas ce que la Ligue nationale fait avec la transparence. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous voulons. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites en détail avec l'argent? Combien ça sort? Revenons un peu sur la normalisation que cher Patrick disait tantôt, sur le comité de normalisation. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que ce comité-là, c'est pas un effet mirage ou qu'on essaye de nous miroiter parce que ça fait 3 ans depuis 2022, si je ne 3 ans qu'on est, entre autres, normalisé. Mais on dit, on va jusqu'où avec cette normalisation? D'où moi, je me dis, est-ce que avec tout ce qu'on remarque avec Illico Cash, c'est qu'il alloue à l'Alienafoot ou même toutes les dérives qu'on voit avec l'Alienafoot. Entre-temps, il y a le comité de normalisation. À un moment donné, on se dit, mais les infiltrés ont pénétré le comité en question. D'où on a changé que les visages, mais on n'a pas changé le système. D'où on parle de comité de normalisation, mais rien n'est normalisé. C'est qui est sur le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. Depuis qu'on parle de l'Inafoot Fédé, bon, voilà, c'est un fait qui a les méchants. Non, c'est rapidement, je vais le dire. Aujourd'hui, on a vu, vous étiez dans la salle. L'événement a été diffusé partout au monde. Ouais. On a justement énuméré les entrées, tout ça. On a fait des calculs, la CAF. C'était avec beaucoup de transparence. Moi-même, je suis allé encore en profondeur pour récalculer. Et vous avez trouvé des chiffres. Ah non, mais j'ai cherché même avec exactitude. Mais bon, aujourd'hui, évaluons ne serait-ce qu'une saison en Ligue nationale de football. Évaluons ne serait-ce qu'une saison au niveau de la fédération. Il n'y a pas de chiffres. Allez même sur Google, essayez même de taper sur Internet les chiffres pour la Fédération congolaise de football association. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas un chiffre. Comment? C'était quoi les budgets? Il peut y avoir que les budgets. Mais comment on a essayé d'évaluer, de répartir ces budgets? Il n'y en a pas. Et on nous a dit d'ailleurs, il y a certains journalistes qui disaient, si c'était à la Linafoot, on allait dire à la presse de sortir. C'était pas certain, c'est Valdo Simon Yamba qui l'a dit. Non, si c'était à la Fédé, lorsqu'on arrive à l'évaluation financière, on dit à la presse de sortir. Pourquoi on doit dire à la presse de sortir? Parce qu'on craint des scandales. Parce qu'on sait déjà qu'il y aura des problèmes sur le plan de la gestion financière. Et arrivé là-bas, lorsqu'on couvrait cet événement, la salle était pleine. Nous étions à un endroit pour, en fait, couvrir l'arrivée des hôtes, le président de la CAF, FIFA, la première ministre, le ministre de sport, le président de fédération. Et la salle était déjà pleine parce que les journalistes étaient en grand nombre. C'était les journalistes qui étaient à l'honneur parce qu'ils voulaient que les journalistes relaient l'information. Et à notre tour d'arrivée, il y a une dame protocole qui nous interdit l'accès. Les gens de la CAF nous donnent l'accès. Donc, les journalistes,
envahi et encombré l'espace. Pourquoi? La représentante de la CAF au niveau média a dit « J'ai besoin de tout le journaliste dans la salle ». Parce qu'il y a besoin de transparence. Évidemment. Il y a besoin de transparence. Mais si c'était ici, comme l'a dit Valdo, plan de coupe, et après... C'est fini. C'est fini. Mais on n'a pas assez de temps pour tout développer. On veut simplement voir la transparence aussi au niveau de notre football. Je pense même que la DEFCO devait faire de cette transparence son cheval de bataille, puisque les clubs qui sont producteurs du spectacle, nous venons suivre le championnat, nous venons suivre les Rangers, les Mazembe, les Renaissance, les Anges Verts et Aigle du Co. Ce sont des clubs que nous venons suivre. Nous ne venons pas suivre les Bosco Mouéou, les qui n'importe. Est-ce que la DEFCO d'ailleurs a cet objectif? Voilà. Il faudrait que la DEFCO puisse exiger ses rapports au niveau de la Linafoot et puis rendre ça public. Il faut que la population sache au moins comment est-ce que l'argent revenu, combien Koti, combien on dépense, il faut que la population le sache. Mais lorsque ça devient un tabou, un sujet tabou, mais on pense que vous êtes aussi un sorcier et c'est là n'est pas bon. On va évoluer avec notre émission de ce soir avec le duel du futur, ce qui est notre deuxième rubrique de la soirée. Et pour ce soir, toujours Patrick Boyer va nous révéler les duels du futur. Aujourd'hui, on fait honneur à un secteur très important également du football, c'est la défense. On a choisi pour vous justement ces duels entre deux arrières latéraux. Je parle de Karel Tuité, joueur actuel du FC Saint-Eloi Lupopo, et Dieu béni Ndongala du tout-puissant Mazembe Anglebert. Je disais, le championnat congolais se prépare à un affrontement prometteur entre deux talents exceptionnels, Karel Tuité et Dieu béni Ndongala. Si on devrait définir ces duels en un mot, ce serait la polyvalence. La polyvalence d'un côté pour Dieu béni Ndongala et pour Karel Tuité. Ces deux arrières latéraux modernes se distinguent par leur solidité défensive tout en étant capables de soutenir les attaques grâce à des dédoublements et des appels en profondeur. Karel Tuité, révélation du FC Tanganyika et désormais joueur du FC Saint-Eloi Lupopo, est reconnu pour sa dextérité technique et son intelligence du jeu. Et de l'autre côté, Dieu béni Ndongala, latéral droit au style offensif, a brillé avec la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert la saison dernière, inscrivant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Pourquoi on a choisi pour vous ces duels? Sachez bien que Dieu béni Ndongala, c'est un ancien joueur du FC Saint-Eloi Lupopo, et Karel Tuité, qui a signé avec le FC Saint-Eloi Lupopo, a fait un mauvais tour à la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert, un joueur qui allait signer avec Mazembe, mais au dernier moment a été chippé par la formation du FC Saint-Eloi Lupopo. Et je vous l'ai dit, ça sera très animé lors des duels et des classicos congolais, lors du derby louchois entre le football club Saint-Eloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe Anglebert, entre ces deux joueurs-là, parce qu'il y aura des comparaisons extrêmes. Cela va encore embellir les duels pour les sportifs congolais. Ah, ça sent du bon, ça sent du bon. On fait du bon travail pour la Linafoot, mais parfois on est refusé à les accréditer. Malheureusement. Ah, Seigneur Jésus. Mais on reste Innov Télévision, la chaîne de l'expression créative. On reste dans la créativité, on reste dans l'innovation. On ne va pas, en tout cas, baisser nos bras. On va avancer avec notre émission pour parler d'un constat ou encore d'un fait insolite, ce que nous avons constaté le jour même de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF à Kinshasa. Le membre de sécurité, même de protocole de cet espace, ont brillé par une façon de s'habiller qui a attiré notre attention. Et suivez cet élément, on se retrouve juste après. C'est la majorité de l'Afrique qui porte les pannes, la raison pour laquelle nous avons préféré porter le pan pour montrer au monde entier que notre accoutrement, soit notre habillement, c'est toujours le pan. C'est pour cela que nous avons porté. Benoît Mobutu qui disait que non, il rétro l'authenticité. Voilà, c'est l'une des raisons. Il avait porté souvent la Bagos, rétro l'authenticité. Voilà pourquoi nous sommes habillés avec le pagne pour représenter l'Afrique tout entière, pour donner l'image de la culture africaine.
Allez, nous sommes de retour sur ces plateaux et on va chuter. On va aller très rapidement. Vous avez suivi cet élément. C'était un bonus pour notre émission de la soirée, mais on va chuter avec Charlie Aloma. Quelle est la solution, en tout cas, pour arriver à tout ce dont on vient de décrire ici? Arriver en tout cas à voir que les choses changent surtout. Monsieur Joyce, quelles sont les solutions? Ça, c'est des questions qu'on se pose depuis et qu'on se posera toujours. Évidemment, et les élections totalement transparentes cette fois-ci. Et en espérant aussi que le réseau des alliances puisse être brisé, car nous ne voulons certainement pas changer juste de visage. Il faut carrément adopter une nouvelle dynamique, adopter un nouveau système afin que le football congolais puisse donc luire encore de sa superbe, parce que il y a un déclin profond et ça va de pire en pire, d'année en année. C'est triste. Pire en pire. Allez-y, Patrick Bonnet. Pour proposer des pistes, des solutions, aujourd'hui, mon co-débatteur a parlé des élections, c'est un fait très très important, mais moi je suis très inquiet par rapport au niveau du contrôle. Oui, on peut avoir des élections, mais si on continue avec les mêmes systèmes, récemment on a déclaré, on décriait la gestion des Omari, mais aujourd'hui Omari n'est plus, ça fait plusieurs années, mais on continue toujours à réclamer. Lorsqu'on parle même de cette transparence là, il faut même ajouter l'argent que l'État donne à la fédération. Ça doit être voilà là où je dis il y a une difficulté. C'est d'ailleurs un fait important. Vous m'avez souligné, malheureusement je suis à la fin. Je suis à la fin. Aujourd'hui, merci beaucoup de pouvoir me donner ces minutes. Aujourd'hui, la fédération ne veut pas justement créer parce qu'il y a une crainte de pouvoir subir l'évaluation ou des enquêtes et des audits de la part de la FIFA et de la CAF. On veut s'appuyer avec ce que le gouvernement donne, subventionne à tout moment, parce qu'on sait que là, il y a une difficulté sur le plan de contrôle, sur le plan de traçabilité. Le gouvernement aura des difficultés à pouvoir venir s'ingérer dans la gestion de la fédération. Voilà pourquoi on voit qu'en République démocratique du Congo, on veut toujours s'appuyer au niveau du gouvernement pour s'échapper à des contrôles. Et ça, c'est un fait très important. Permettez-nous quand même à pouvoir connaître les chiffres. Il y a encore beaucoup plus de gens qui ont besoin d'avoir ces informations pour pouvoir permettre au football congolais d'aller. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Merci. Charlie Aloma, nous avons en tout cas eu notre temps pour parler de ces sujets de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, les retombées et aussi les leçons à tirer par rapport à la gestion, par rapport à la transparence et pourquoi pas par rapport à la manière d'organiser les choses. On va pas baisser les bras, on continuera toujours à en parler puisque c'est de notre devoir. Patrick a dit que la presse a aussi une part de responsabilité. On n'aimerait pas tomber dans ces pièges. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.